Bonjour et bienvenue dans Aurore raconte, les épisodes de storytelling du podcast Free Your Mind by Aurore. Partons aujourd'hui à la découverte d'un objet ordinaire au destin extraordinaire. Il s'agit de la gourmette de Saint-Exupéry et je vais maintenant te raconter son histoire. Sur la petite île de Riou, Raoul, un petit garçon de 10 ans, cherche à passer le temps. Pendant de longues journées solitaires, il arpente inlassablement les sentiers de terre, rare passage entre le chaos des précipices, gouffres et falaises qui constituent la toile de ses vacances estivales. L'île au large de Marseille, dont la superficie ne dépasse pas celle d'un petit village, offre peu de distractions pour un enfant de son âge. Surtout qu'il n'y connaît personne, hormis ce couple de pêcheurs italiens auquel il a été confié par ses parents. Mais ceux-ci se soucient, somme toute, fort peu de lui. Au premier jour du mois d'août 1944, les adultes affichent en effet d'autres préoccupations. La Seconde Guerre mondiale dure maintenant depuis près de 5 ans. Si les forces alliées ont gagné de grandes batailles, la Wehrmacht n'a pas encore capitulé et le débarquement se fait attendre. La tension est palpable parmi la population de cette petite île de la Méditerranée, survolée quotidiennement par des avions militaires, des Messerschmitt 109 de l'armée allemande, des Mustang, des P-47 ou des deux queues de la Triple Entente. Raoul a appris à reconnaître chacun de ces avions. Il n'a rien trouvé de mieux à faire pour tromper son ennui. Il sait que la veille ou l'avant-veille, un deux-queues, c'est-à-dire un Lightning P-38, un monoplace bimoteur bipoutre ultra rapide, s'est écrasé à proximité de l'île de Riou. La population de pêcheurs ne parle que de ça. Lui n'a pas assisté au crash, mais les récits qu'on lui en a faits attisent sa curiosité. Après s'être baladé ce matin-là sur les sentiers, comme à son habitude, s'imaginant peut-être un destin de Robinson Crusoe, Raoul atteint une anse désertique, à quelques centaines de mètres de la maison en pierre qu'il habite pour l'été. S'y arrêtant un instant pour admirer le paysage, le garçonnet voit alors venir vers lui, poussé par l'écume, une masse verte et blanche disparate. Doucement, elle se rapproche du rivage. Raoul retient son souffle. Il est comme tétanisé. À ses pieds, il distingue maintenant clairement un corps flottant sur le ventre, les bras en croix, portant ce qui semble être une combinaison d'aviateur. Près de lui, un sac harnais d'où dépasse un bout de parachute se balance. De toute évidence, le pilote n'a pas eu le temps de l'actionner. C'est la première fois que Raoul voit la mort de si près. Il ne parvient pas à détacher son regard du cadavre. Après quelques secondes, quelques minutes peut-être, il a finalement un sursaut. Sans se retourner, il dévale alors, à perdre haleine, le sentier qu'il avait mené jusqu'à cette minuscule baie. Toute sa vie, Raoul tentera d'effacer cette image funèbre de son esprit. À l'âge adulte, il finira même par se demander si elle n'avait pas été le seul fruit de l'imagination un peu trop débordante du garçon de 10 ans qu'il était alors. Mais l'actualité n'aura de cesse de le ramener à cet instant d'effroi. Car le corps que Raoul avait vu dans la rade en ce mois d'août 1944 n'était probablement pas celui d'un anonyme. On soupçonnait en effet qu'il s'agissait de celui d'un personnage illustre des lettres françaises, Antoine de Saint-Exupéry. C'est une autre découverte fortuite qui conduira experts et journalistes sur cette piste. Étonnamment, le fils d'un ami de Raoul, un certain Luc Vandrel, sera associé à cette trouvaille. Qui lutte contre son destin lutte en vain, disait le dramaturge Échille au temps de la Grèce antique. Lundi 7 septembre 1998, 6 heures du matin. Sous une pluie fine, un chalutier nommé l'Horizon, 25 mètres de long, s'élance du port de pêche de Marseille. À son bord, Jean-Claude Bianco, 54 ans, le patron de l'équipage, et 3 de ses salariés. Après avoir navigué pendant 1 heure, l'Horizon se retrouve sur zone. Il mouille au large de l'île de Riou où le chalut est déroulé. Le navire progresse ensuite le long de la côte jusqu'à midi. Le filet étant resté vide, l'équipage entame un second tour en prenant cette fois la direction de Cassidaigne, au large de Cassis et du Cap Canaille. La pluie n'a pas cessé de balayer les calanques marseillaises depuis le lever du jour. Pour moi, c'était une journée foutue,
déclarera plus tard Jean-Claude Bianco aux journalistes. À 13h30, au large de Morgiou, le patron donne finalement l'ordre à son équipage de remonter le chalut. Sur le pont, les marins jettent un rapide coup d'œil aux fruits de leur pêche du jour. Il y a 100 kilos de marchandises tout au plus. Du maquereau, des caplans, des merlans, des poulpes. L'équipage profite du trajet retour pour procéder au tri. Lors de cette opération, le second du navire, Habib, trouve dans le filet, perdu au milieu des poissons, un maillot en argent relié à un objet mystérieux entièrement pris dans le magma. À l'aide d'un fer plat et d'un marteau, il tente de découvrir ce que le conglomérat retient. L'écrin de calcaire ne résiste pas longtemps. Il laisse apparaître une gourmette noircie par l'oxydation. Habib remet aussitôt sa découverte à son patron. Jean-Claude frotte alors la plaque d'argent avec une éponge métallique de cuisine. Petit à petit, des lettres gravées apparaissent. Enfin, le capitaine put lire distinctement « Antoine de Saint-Exupéry », entre parenthèses « Consuelo », et sur une deuxième ligne « C.O. Reynal et Hitchcock, 385, 4e avenue, New York, USA ». Le nom de l'écrivain, celui de son épouse et l'adresse de son éditeur à New York. Jean-Claude reste interdit. Il croit d'abord à une blague. 38 grammes d'argent perdus dans l'immensité de la mer, trouver ça, ça ne se peut pas. La gourmette me brûle les doigts. Le patron de pêche n'ignore pas que l'auteur du Petit Prince s'est écrasé à bord de son monoplace Lightning P-38 le 31 juillet 1944, après avoir quitté au matin la base américaine de Borgo Poretta en Haute-Corse. Mais personne n'a pu encore déterminer avec certitude le lieu exact de la catastrophe. Le patron de pêche souhaite rapidement tirer l'affaire au clair. Le soir même, de retour dans son petit 2 pièces du quartier de Mazargues, il contacte Henri Germain Delauze, président de la COMEX, une entreprise spécialisée dans la recherche d'épaves. Un rendez-vous est fixé dès le lendemain matin au bureau de l'entrepreneur sur les hauteurs de la cité phocéenne. Jean-Claude amène avec lui la gourmette. Il l'a soigneusement enveloppée dans un mouchoir en tissu. À sa vue, Henri Germain Delauze ne peut cacher son enthousiasme. Le patron de la COMEX décide immédiatement d'organiser une expédition dans les environs du lieu où a été trouvée cette relique, entre l'île de Riou et Cassidaigne. Après avoir placé l'objet en sûreté dans un coffre, il se lance dans les préparatifs avec détermination. Le lendemain, son navire d'exploration sous-marine, le Minibex, fouille déjà la zone sous le regard passionné de Jean-Claude qui suit les opérations de près sur l'horizon. Quand j'ai vu le Minibex, j'ai tout de suite compris ce qu'il cherchait, se rappelle Luc Vandrel, plongeur professionnel et directeur d'un magasin d'articles de plongée. Luc a attrapé le virus de l'exploration des profondeurs sous-marines dès le plus jeune âge. Son père, Tony, lui-même plongeur professionnel, l'a initié dès ses 6 ans, à une époque où l'on utilisait encore des scaphandriers. Comme il n'existait pas alors d'équipement spécifiquement adapté aux enfants, Tony lui avait bricolé une bouteille d'oxygène médical en mettant une robinetterie pour l'air, se souvient Luc Vandrel amusé. Et l'enfant avait rapidement trouvé sa place dans la communauté de plongeurs passionnés que côtoyait son père. Parmi ceux-ci figurait un certain Raoul. Mais revenons à notre récit. Car en 1998, voyant le Minibex parcourir les fonds entre l'île de Riou et Cassidaigne, Luc a un pressentiment. J'avais photographié dans les années 80 une épave d'avion dans la zone, explique-t-il. J'avais essayé de prendre des renseignements, mais ce n'était qu'un champ de débris. Ça n'a donc intéressé personne. Luc Vandrel va exhumer ses anciens clichés. Il parvient alors à identifier une prise d'air de turbocompresseur et un train d'atterrissage de P-38. Renseignements pris auprès du fondateur d'Aérorelique, Philippe Castellano, le plongeur jubile. Les débris qu'il a repérés des années auparavant ne peuvent appartenir qu'à l'avion de Pic-la-Lune, l'écrivain étourdi au nez pointu, Antoine de Saint-Exupéry. En septembre 2003, le Minibex remonte enfin des fonds de la rade de Marseille, pièce après pièce, l'épave du monospace de l'auteur du Petit Prince. Le doute sur l'authentification de l'appareil n'est plus permis. Un poinçon manuel sur le caisson du turbocompresseur atteste qu'il s'agit bien du dernier tombeau de l'écrivain aviateur
mort à 44 ans. Suicide? Accident? L'analyse de l'épave ne permet pas de lever le voile sur les circonstances exactes de la mort du pilote. On sait seulement que le monospace, sur lequel n'a été retrouvé aucun impact de balle, a plongé dans l'eau presque à la verticale, à grande vitesse. Avant de décoller, Antoine de Saint-Exupéry avait laissé une lettre bien en évidence sur son bureau. Chaque retour d'un raid était un miracle. J'ai connu la panne, l'évanouissement par manque d'oxygène, la poursuite par les chasseurs et l'incendie en vol. Et puis je me disais, si je suis descendu, je ne regretterai absolument rien. La termitière future m'épouvantait et je hais, chez les termites, leur vertu de robot. Moi, j'étais fait pour être jardinier. C'est ainsi que l'éclat d'une simple petite gourmette sur le pont d'un bateau de pêcheurs raviva la mémoire d'un auteur qui vécut la tête dans les étoiles et mourut entouré d'un nuage de mystère. Cette gourmette est aujourd'hui exposée, avec la carcasse du Lightning P-38, au musée de l'air et de l'espace du Bourget, dans une salle consacrée à l'auteur. Voilà comment se termine notre histoire du jour. Merci d'avoir écouté Aurore raconte, des épisodes de storytelling du podcast Free Your Mind by Aurore. Et à très vite pour une autre histoire.